l'invité de la matinale. KTO Radio. Jeudi 13 mars, journée anniversaire pour le pape François qui marque les 12 ans de son pontificat, une date symbolique, d'autant plus symbolique avec son hospitalisation pour une double pneumonie. Cela fera un mois demain. Je vous propose ce matin de faire un point santé et d'ouvrir la discussion sur la suite de son pontificat. Et on reçoit pour cela Philippine de Saint-Pierre. Bonjour Philippine. Bonjour Maxence, bonjour à tous. Vous êtes journaliste accréditée permanente au Vatican. Alors, plein de questions me viennent, j'imagine que pour les auditeurs également. Tout d'abord, sur son état de santé, les médecins de la polyclinique ont indiqué lundi soir que son pronostic n'était plus réservé. C'est un nouveau signe encourageant. Alors c'est un signe encourageant qu'on n'attendait pas forcément. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Pronostic réservé, c'est ce qu'on entend souvent aux informations à la télé. Vous savez, c'est pronostic vital engagé. Ça veut dire qu'il y a un danger imminent et que d'un instant à l'autre, la personne peut mourir. Donc ils ont levé lundi la réserve sur ce pronostic en disant que le danger n'était plus imminent. Il ne faut pas croire pour autant que le pape serait sorti d'affaire. Ça n'est pas le cas. Les médecins le répètent à chaque fois qu'ils publient un bulletin, tous les 2 jours désormais, en disant que le cadre reste très complexe. Et est-ce qu'il existe des signes d'un retour prochain de François à la résidence Sainte-Marthe ? Ça me semble beaucoup trop tôt pour le dire. Trop tôt, ouais. Beaucoup trop tôt. Aujourd'hui, ce qu'on sait, le pronostic vital n'est plus engagé d'une minute à l'autre. Pour autant, le pape a 88 ans, il est alité depuis presque un mois, vous le disiez. Il a encore besoin d'assistance pour sa respiration la nuit, c'est-à-dire que la journée, il a de l'oxygène à haut débit, mais la nuit, il est sous respirateur parce que le corps ne respire pas tout seul. Et puis, même si la radio d'hier a montré des signes d'amélioration légère, là encore les médecins insistent, le traitement d'une double pneumonie, c'est très très long. Le pape est soigné, il a un certain nombre de médicaments, de thérapies antibiotiques, mais il va falloir du temps pour voir si cette thérapie s'améliore. D'autant plus que les médecins sont bien conscients que le jour où François rentrerait au Vatican, quelles que soient les consignes qui lui seront données, il est probable qu'il ne les respecte que très difficilement et reprenne une partie de ses activités s'il en a la possibilité. Donc les médecins ont bien insisté. Dans les derniers bulletins, le traitement se poursuit en milieu hospitalier. Les médias italiens ont rappelé ces dernières semaines un adage souvent employé à Rome. Les papes meurent mais ne tombent pas malades. La communication du Vatican avec des bulletins chaque soir sur l'évolution de son état est-elle habituelle ? Comment la jugez-vous ? Alors, d'abord, permettez-moi de dire que cet adage romain, comme tous les adages, a sans doute eu sa période de crédibilité, mais qu'elle en a sérieusement pris un coup dans l'aile au moment, par exemple, des dernières années du pontificat de Jean-Paul II. Je crois que c'est un adage qui remonte un petit peu avant l'époque moderne des mass médias. Pour la communication du Vatican, écoutez, on voit qu'il y a un effort, en tout cas, qui est fait pour probablement aussi ne pas laisser libre cours aux rumeurs, aux fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Vous savez que la mort du pape a été annoncée peut-être 400 fois depuis 30 jours par des sources diverses et variées, mais toutes peu crédibles. Et donc, il y a ce souhait sans doute de dire, écoutez, voilà, on vous tient au courant de ce qui se passe, c'est pas très mystérieux, et par là même, on coupe l'herbe sous le pied des lanceurs de rumeurs. À ceci près que, évidemment, comme journaliste, on a bien conscience qu'on est totalement otage de cette communication. On sent qu'il y a un désir, depuis le début de la semaine, de manifester, que ça s'améliore, que ça va mieux, d'être dans une situation moins dramatique que les 3 semaines précédentes. Aucun d'entre nous n'ayant les moyens de le vérifier, on attend la prochaine conférence de presse des médecins qui devrait avoir lieu dans les prochains jours. L'Église, elle, en attendant, continue à tourner. Comment se passe cette continuité dans le travail, notamment les relations avec la secrétaire d'État malgré cette hospitalisation ? Vous savez que l'Église tourne, c'est pas le pape qui fait tourner l'Église dans toutes les paroisses du monde tous les jours. L'Église, c'est l'ensemble du peuple de Dieu. Pour ce qui est du travail très concret au Vatican, écoutez, il faut dire les choses. Il n'y a pas de décision majeure. S'il devait y en avoir, elles sont plutôt en stand-by. Pour le reste, la secrétaire d'État, elle fait le point, au nom d'ailleurs d'elle-même, mais aussi de tous les autres dicastères, donc tous les autres ministères du Vatican. Le cardinal Parolin, qui est le secrétaire d'État, donc le Premier ministre, on le rappelle, et puis Monseigneur Peña-Parra, qui est le substitut, donc le ministre de l'Intérieur, si on veut faire une analogie, sont déjà venus rencontrer le pape 3 fois depuis le début de son hospitalisation, et font avec lui le point, sans doute, sur un certain nombre de dossiers qui réclameraient son assentiment.
Donc le pape continue à travailler malgré son hospitalisation. Le pape est tout à fait conscient, on le sait, la pathologie dont il souffre n'affecte pas ses facultés mentales ou cognitives, mais il est épuisé, il est sous traitement, il peut difficilement s'exprimer. On ne peut pas croire que c'est une situation optimale. Donc bien que le traitement médical semble, vous l'avez dit, maintenant fonctionner, cette double pneumonie peut impacter sa santé à long terme. Quelles conséquences cela pourrait avoir sur la suite de son pontificat ? Je n'en sais rien là encore, n'étant pas médecin et n'ayant pas, a fortiori, rencontré le patient depuis cet épisode. C'est l'objet principal de préoccupation à Rome et pas seulement à Rome. C'est de se dire si d'aventure le pape se rétablit et retourne au Vatican, dans quel état sera-t-il, pardon de le dire comme ça, c'est pas lui manquer de respect, c'est une question qui vient naturellement. On sait que dans ce type de pathologie, le patient peut d'abord mettre des mois à recouvrer une activité légère, ensuite qui peut avoir besoin d'oxygène en permanence, qui peut aussi, et ça on y pense forcément concernant le pape, avoir des difficultés d'expression, parce que ça demande du souffle, de parler à haute voix, et notamment de lecture à haute voix. Et vous imaginez bien que si le pape peut plus lire à haute voix, ça représente quand même une difficulté dans l'exercice de son ministère. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, personne n'en sait rien, et donc on verra bien ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Le pape François, vous l'avez dit, a reçu la visite à plusieurs reprises, notamment du cardinal Pietro Parolin. Il aurait signé un décret pour convoquer un consistoire extraordinaire. Déjà, rappelez-nous en quoi consiste ce consistoire. Alors les consistoires, il y en a de deux sortes, mais dans les deux cas, c'est le rassemblement des cardinaux qui le peuvent. Voilà, donc les cardinaux, quand on est cardinal, c'est pas une responsabilité hiérarchique en quelque sorte sur une partie de l'Église comme le fait d'être curé ou le fait d'être évêque. Le fait d'être cardinal, ça veut dire au fond qu'on est conseiller du pape et que le cas échéant, on est amené à élire son successeur. Donc les cardinaux peuvent être convoqués par le pape, soit de façon régulière sur des sujets de réflexion, soit pour les causes des saints principalement, c'est-à-dire pour valider la décision de l'Église sur le fait de proclamer tel ou tel témoin comme saint pour l'Église universelle. Alors, voilà ce que c'est qu'un consistoire. Maintenant, pourquoi cette information a mis un peu d'agitation, notamment dans le monde médiatique ? Oui, il faut se souvenir que en 2013, en février, c'est à l'occasion d'un consistoire pour les causes des saints que le pape Benoît XVI avait choisi, surprenant tout le monde, dans une longue déclaration en latin, d'annoncer qu'il souhaitait renoncer à sa charge. Donc évidemment, le mot consistoire a fait clignoter toutes les lumières rouges en disant s'il annonce un consistoire, est-ce que ça veut dire que... moi, je ne le crois pas pour plein de raisons, mais la première étant que François nous a habitués à ne jamais faire comme les autres. Il n'y a aucune obligation. Si un pape voulait renoncer à sa charge, à ce qu'il le fasse pendant un consistoire, en fait, c'est un rescrit, c'est un décret du pape. Et donc, ça me semble, cette hypothèse, en tout cas la corrélation entre un consistoire pour les causes des saints et l'hypothèse de la renonciation me semble tout à fait nulle et non avenue. Donc on ne sait pas encore de quoi va mener ce consistoire. C'est un consistoire pour les causes des saints, donc il n'a pas de date fixée à ma connaissance, il aura lieu quand cela sera possible et il aura pour tâche de valider les causes des saints qui sont concernés. Ça, contrairement à ce que son nom indique, ça n'a absolument rien d'extraordinaire. En dehors de l'incertitude autour de la santé de François, ces 12 ans de pontificat sont l'occasion de faire un point d'étape. Où en est-on des chantiers engagés depuis 12 ans, Philippine de Saint-Pierre ? C'est difficile parce qu'en ce moment, il y a l'anniversaire, il y a l'hospitalisation du pape et donc toute tentative de bilan a l'air d'être une nécrologie et c'est clairement pas ce que je souhaite et pas ce qu'on souhaite faire chez KTO. C'est pas opportun. Maintenant, c'est vrai que les anniversaires, c'est l'occasion d'un point d'étape et on se souvient que François a été élu sur un programme, disons, de réforme, même s'il n'y a pas vraiment de programme, mais disons sur une vision, une attitude, lutter contre l'église autoréférentielle, la faire sortir aux périphéries, réformer la curie. Il y a eu beaucoup de choses, de chantiers qui ont été entrepris pendant ces 12 années, avec, il faut le dire, et c'est normal, des résultats contrastés. Sur la pédagogie dans l'église
de sortir d'une forme d'autocentrage, d'autoréférentialité. François est un pape radical qui aura secoué et qui rappelle inlassablement à tous les disciples du Christ la nature profonde de leur mission. Maintenant, si on parle des réformes très concrètes au Vatican, elles sont d'efficacité variable. On peut dire que beaucoup sont en chemin, mais pas du tout arrivés. En attendant, l'élan de prière pour le premier pasteur de l'Église continue. KTO Radio diffuse et KTO TV également chaque soir à 20h le chapelet pour la santé du pape depuis la place Saint-Pierre. Merci Philippine de Saint-Pierre pour ses éclairages comme journaliste accréditée permanente au Vatican et bonne journée. Merci Maxence.